excusez-moi, je me mets comme ça parce que je voudrais voir les diapositives en même temps et je ne vois pas très bien de loin. En particulier aujourd'hui avec mes nouvelles lentilles. Donc du coup, je vais faire au moins en sorte qu'on m'entende. 20 minutes. Donc voilà, je vais développer devant vous. Moi, je suis médecin coordonnateur dans 3 établissements en Gironde depuis plus de 10 ans. J'ai le plaisir effectivement de représenter au niveau national les médecins coordonnateurs, là où jusqu'aujourd'hui il n'y avait aucun médecin pour le faire. Et du coup, on travaille vraiment en complément et main dans la main, tant d'ailleurs sur le quotidien qu'au niveau ministériel, avec les collègues directeurs que je salue parce que c'est une vraie collaboration qui s'est installée en 10 ans. Donc, pour vous dire, on se demandait tout à l'heure à table si on avait de l'avenir dans notre secteur, en tout cas le secteur personnes âgées. Je vous confirme que oui. On va passer quelques... Voilà, je vais revenir un peu en arrière sur... alors, je vais le mettre par là. C'est le pointeur. Voilà. On va la passer 2 fois parce que c'est vrai que ça demande... Vous voyez cette pyramide des âges avec ici la guerre de 14. Vous voyez ici le déficit en naissance. Va arriver après en suivant la guerre de 45. Et à partir de là, le baby-boom, et aujourd'hui le baby-boom. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est bien, on verra après quelques chiffres à l'intérieur des établissements. Je la relaisse défiler, mais c'est vrai que moi je la connais bien, donc, mais du coup c'est vrai que voilà, on revient à l'encoche 14-18, et puis après la deuxième encoche. Et on voit après, effectivement, la sécurité sociale étant, les soins étant, la médecine a évolué, mais c'est surtout aussi tout ce qu'il y a eu autour qui fait qu'aujourd'hui on a une espérance de vie très importante et que, selon les chiffres que je vais vous présenter après par les études faites par un collègue toulousain, le professeur Yves Roland, la moyenne d'âge est à peu près de 86-85 ans, même si on est quand même polypathologique, on vit quand même voilà, très, très longtemps aujourd'hui. Il y a même des super centenaires aujourd'hui. Alors, pour vous dire que demain les publicités, alors genre, voilà, le pointeur c'est là, voilà, vous avez ici l'évolution, voilà, des plus de 60 ans. Donc, hop, on va arriver, bon, on n'y est pas encore, hein, mais bon, ça s'approche, vous voyez un peu que tout va changer quand même. Hein. Les publicités, enfin voilà, quand je vois les publicités quand j'étais en médecine générale, les documents qu'on remettait pour faire la prévention pour la retraite, à 60 ans, aujourd'hui, quand on voit les documents, je dis, mais c'est pas du tout approprié à la population qu'on a aujourd'hui. À 60 ans, ils sont dans un poste, ils sont ailleurs, d'ailleurs, ils sont encore au boulot, la plupart du temps, dans ce contexte-là, voilà, avec, sans le choix, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est voilà, l'espérance de vie en bonne santé, elle s'est nettement améliorée, et donc, il se passe aussi, il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi le vieillissement des vieux. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, lorsqu'on avait un centenaire dans notre établissement, le maire venait. C'était le truc. Aujourd'hui, dans un établissement dans lequel je travaille, dans le Blayais, donc dans les vignobles, parce que je travaille que au Saint-Emilion, Saint-Emilion, vous voyez, donc ça doit être bien conservé, j'en avais 10 de plus de 100 ans, hein, avec une super centenaire. Bon, on a personne. Donc c'est pour vous dire que maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs, enfin voilà, aujourd'hui c'est tellement devenu banal d'avoir des centenaires parmi nos résidents que finalement, ça n'aimait plus personne. Voilà, donc il y a aussi ce décalage, le vieillissement des vieux. Donc la population vieillit, mais il y a en plus, on vit encore plus longtemps qu'avant. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure d'un travail qu'a fait un collègue toulousain, le professeur Yves Roland, sur Toulouse. Il y avait une diapositive juste avant que je vous ai pas mis, qui était le niveau de l'état de la science en établissement pour personnes âgées dépendantes. Je ne vous l'ai pas mis, enfin, il n'y avait rien avant ça. Chez nous, en tout cas en France. Évidemment, il y a les nursing homes, tout ça au Canada, mais chez nous, il n'y a pas grand-chose. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il fallait le temps qu'on s'organise, déjà entre médecins, que les EHPAD s'organisent elles-mêmes, etc. Et puis qu'on puisse un peu lever la tête du guidon pour commencer à se dire, il faudrait peut-être que... Enfin, nous, ça fait déjà 10 ans qu'on dit qu'on rend des rapports d'activité médicaux qui ne servent à rien, peut-être à caler je sais pas quoi, je sais pas où, mais en tout cas qui ne servent pas à la science. Donc voilà, on s'est dit ça serait quand même intéressant qu'on fasse des données, qu'on ait un recul pour savoir comment conduire des politiques de santé publique, vers quoi on va. Et donc vous voyez ici, donc c'est une étude qui a été faite dans la région toulousaine, mais on voit très vite les problèmes cardiovasculaires dominent.
c'est pas très représentatif, mais il y a souvent associé du diabète, un problème cardio. Et ensuite, très très vite, un problème qui nous a occupé pendant moins de 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fini d'ailleurs, c'est les troubles cognitifs avec des démences de différents types. Vous avez ici ce qui occupe aussi pas mal, et ce qui a valu le fait, malheureusement, on ne définit pas en plan Alzheimer ce que c'est qu'une unité Alzheimer, mais on a fait passer le CERF, ce n'est que rien, mais c'est pas assez. Tous les troubles psychocomportementaux. Il y a 10 ans, la maladie d'Alzheimer n'était quasiment pas connue, en tout cas sûrement pas appris à la fac. On avait peut-être plus sur Google que ce qu'on avait dans le cours. Et on savait encore moins comment gérer les troubles du comportement, alors à part avec les neuroleptiques, etc. Mais il n'existait pas, en tout cas, de thérapie non médicamenteuse comme aujourd'hui on peut les développer. Voilà. Mais pour vous dire que c'est quand même pas négligeable, ces pathologies associées, difficiles à gérer, surtout qu'on le verra tout à l'heure, des professionnels n'ont pas été formés ni à la maladie d'Alzheimer, très peu à la gériatrie d'ailleurs, et encore moins à la prise en charge des troubles productifs, comme l'agitation, les cris ou la fuite, la déambulation. Deux mots quand même sur je dirais tout à l'heure à propos de la population spécifique, les psychiatriques vieillissants. Voilà. Ça c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que les psychiatriques, quand ils arrivent en EHPAD, ils sont jeunes, ils ont 60 ans, moyenne d'âge 87, il y a quand même un fossé. Ils étaient habitués à avoir une animation, enfin avoir tout un profil autour d'eux de partenaires qu'ils ne vont pas retrouver dans l'établissement en EHPAD, en tout cas s'ils y viennent. Donc ça, c'est quand même un problème qui nécessitera des compétences nouvelles, mais vous voyez, c'est pas négligeable. Hein, et on parle là, alors de la dépression, n'en parlons pas, mais on parle aussi d'autres pathologies chroniques, parce que malheureusement, des psychoses sont diagnostiquées à 80 ans, surtout le trouble bipolaire en fait. Ça a été assez mal géré à une époque. D'où leur FNP évidemment. Je ne dis pas que c'est le quotidien de nos établissements, c'est un incontournable, donc pour lequel on doit s'être formé. Il y a une deuxième étude qui, alors la première 2008, c'est la 2011, qui vient confirmer un peu, voilà le bassin de vie sur lequel les choses se sont réalisées, sur Midi-Pyrénées. Bon, on reste toujours quand même, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les femmes sont plus présentes que les hommes dans ce contexte-là, en établissement, de toute façon, de manière générale. Même dans un établissement dans lequel je travaille, où c'est le foyer des anciens combattants, où au départ c'était majoritairement évidemment les hommes, et très très vite la courbe s'est inversée, et c'est vrai que rejoint la courbe habituelle qui est que les femmes vivent légèrement plus longtemps que les hommes. Ce qui est nouveau aussi, enfin depuis 1 ou 2 ans, c'est ça. C'est dans vos établissements, quand on... Alors hop, il est là. C'est les 2 tiers de GIR1, GIR2, GIR3. C'est énorme la dépendance. On en arrive à parler maintenant de super dépendants aujourd'hui dans nos établissements. Avant, bon, on avait quand même des GIR6, des GIR5, des GIR4. Aujourd'hui, il y a des établissements où il n'y en a quasiment plus, des 5, des 4. Donc, et des 6 encore moins. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez, ça glisse. Et on voit effectivement que, voilà, hein, il faut une compétence particulière de l'équipe soignante pour gérer cette dépendance-là, voire des équipements adaptés. Donc là, on revient sur les troubles psychiatriques qui arrivent aussi, donc il faudra se préparer parce que dans ce contexte-là, on est formé, enfin en tout cas, on en parlera tout à l'heure, à la capacité de gériatrie nous forme aux spécificités gériatriques, mais on n'est pas psychiatre. Et le problème, c'est que les psychiatres, il n'y en a plus. Et c'est pas prévu qu'il y en sorte beaucoup. Voilà. Donc dans ce contexte-là, là c'est une vraie impasse, en tout cas dans notre domaine. Vous voyez, les troubles, aussi, il y a d'autres pathologies, j'en parlais de moi tout à l'heure, c'est il y a un plan maladie neurodégénérative qui est sorti, et c'est vrai que, tout comme la maladie d'Alzheimer d'ailleurs, ces personnes atteintes de maladies neurodégénératives vivent aussi, elles, plus longtemps, et alors qu'aujourd'hui, il y a, par rapport à la maladie d'Alzheimer, quelques Parkinson, il n'y a pas de CEP, par exemple, il y a des pathologies qu'on ne voit pas encore arriver dans l'établissement, ben, ceux-là mieux pris en charge, effectivement, viendront dans les EHPAD, et ça demandera aussi une performance, une collaboration particulière de l'équipe et des équipements aussi tout à fait particuliers parce que ces maladies neurodégénératives ont des grandes spécificités, les unes différentes des autres. En fait. Voilà, alors je vous ai mis cette diapositive simplement pour montrer que vous voyez, c'est 7,7 médicaments différents en moyenne. Évidemment, il y a toujours les histoires de chasse. En tout cas, ce qu'on a constaté quand on a fait une étude sur les centenaires, ceux qui vivent au moins jusqu'à 100 ans, c'est ceux qui ont le moins de médicaments. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'en général, les gériatres, on apprend à déprescrire.
Et tant mieux, parce que vous voyez, remarquez ça. Mais bon, là, il y a des produits qui sont utiles, il y a des produits qui sont à éviter, et c'est vrai qu'il faut assumer quand on est gériatre de prendre le résident dans sa globalité et de ne pas faire de la médecine d'organes dans ce contexte-là, contrairement à la formation initiale, puisque la gériatrie étant reconnue il n'y a pas si longtemps que ça, les nouveaux gériatres formés pur jus, ils ne sont pas encore sur le terrain. Donc c'est des capacitaires en gériatrie comme moi qui avons fait médecine générale et qui apprenons aux confrères que voilà, il y a des choix à faire. Le rein, le cœur, ça marche ensemble pour le sujet âgé, et que donc dans ce contexte-là, il y a des produits qu'il ne faut pas prescrire et d'autres qu'il faudrait choisir. Et ça, c'est un travail du quotidien. On parlera tout à l'heure des nouvelles compétences. Apprendre à utiliser le conditionnel quand on est médecin coordonnateur, c'est une nouvelle compétence aussi que j'ai appris. Voilà, donc juste pour vous dire des populations spécifiques, donc le secteur psychiatrique, il y a aussi le milieu carcéral. Et c'est vrai que c'est... j'ai été interpellée puisque nous à Bordeaux, il y a une prison. Et c'est vrai que quand les premiers malades d'Alzheimer détenus ont commencé à mettre un peu l'ambiance dans les couloirs de la prison, on m'a demandé la conduite à tenir. Alors c'est vrai que on travaille encore parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là, dans ce contexte-là, est-ce qu'il faudra faire des prisons vous voyez, donc ça va être compliqué parce qu'en tout cas, ça va être compliqué de les recevoir, ça va être compliqué de les laisser là-bas, donc il y a forcément une question qu'il va falloir se poser. On se la pose depuis quelques années, mais pour l'instant, rien ne bouge. Mais ça va arriver, et je vois, enfin moi en tout cas, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des dossiers de préadmission avec un homme qui avait massacré sa femme. C'était indiqué sans remords, enfin voilà, le truc qui me donnait vraiment envie de le prendre, quoi. Donc je me dis, alors là je fais quoi parce que... Donc voilà, c'est pas, alors encore, quand ce sont des psychotiques vieillissants qui sont aussi emprisonnés dans des contextes très particuliers, je me dis, on est pas prêt, ça c'est clair. En revanche, on commence à se préparer pour les foyers logements. Et donc, effectivement, ces futures résidences d'autonomie, c'est une chose intéressante à voir. Voyons si elle voit le jour, mais c'est intéressant de voir d'abord le nombre qu'il y a, et puis surtout de voir ce qui est anticipé. C'est de se dire qu'on va peut-être pouvoir, dans une certaine condition, en passant des conventions avec des EHPAD ou des SIAD, d'accueillir des personnes, alors 10% quand même, c'est pas énorme, enfin aujourd'hui. Peut-être que demain, il faut que c'est passé, ils vont monter les chiffres. Des personnes dépendantes. Alors c'est vrai que, pour l'instant, je trouve que ce qui est prévu comme personnel, un peu comme d'habitude, mais alors là je dirais presque pire que d'habitude, il demande un animateur. Alors le terme animateur, j'espère, est un terme générique parce qu'il doit savoir faire à la fois de la santé un peu publique, sur tout ce qui est cardiovasculaire. Alors, à part une infirmière, je ne vois pas qui peut faire ce travail-là. Quand on voit un peu le profil, on se dit ils vont créer tous ces postes-là, si jamais il reste des sous. Dans ce contexte-là, c'est intéressant, mais on a l'impression qu'ils veulent tout faire pour que ces résidences autonomie soient le chaînon manquant entre le domicile, qui est encore le foyer logement, et l'EHPAD. Bon, franchement, ça serait intéressant de se produire, parce que nous, il y a des demandes quand même d'admission. On est très ennuyés de les accepter, parce qu'on sait, bien sûr, on les prendra bien en charge, bien sûr, il y aura tout ce qu'il faut pour eux, mais qu'est-ce qu'ils vont s'embêter? Donc dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il serait mieux ailleurs, avec une technologie quand même adaptée, parce que malgré tout, s'ils en arrivent à demander ce profil-là, c'est qu'il y a des besoins particuliers qui ne peuvent pas se faire au domicile. Pourquoi? Parce que souvent, au domicile, c'est très cher aussi. Une permanence 24 sur 24, ça coûte très cher. De surveiller quelqu'un, pour une personne, c'est excessivement cher. Certains EHPAD, on disait tout à l'heure, coûtent 6 000 € le mois, mais quelqu'un à domicile, ça coûte cher aussi jour et nuit, évidemment. Donc voilà, ça, c'est à mon avis surtout des futures compétences à développer si cette loi, enfin si ce passage-là est confirmé sur la résidence d'autonomie. Et c'est dans le cadre de ce partenariat avec l'EHPAD où il pourrait y avoir effectivement, pour le coup, l'EHPAD qui exporte son savoir. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile parfois de se dire, on a un savoir-faire, c'est sûr, mais on est tellement peu déjà dedans à le faire qu'on a envie d'aller exporter, mais à la fin on se dit, si moi je m'en vais, comme par exemple j'envoie une aide-soignante accompagner un monsieur qui ne se souvient plus du nom du président de la République, qui confond sa femme avec sa voisine, etc. Donc il a besoin d'être accompagné, sinon on ne va pas le retrouver.
Mais pendant qu'elle est partie avec lui, elle n'est pas en poste. Et quand elle n'est pas en poste, il manque quelqu'un. Donc voilà, c'est ça notre difficulté. C'est vraiment, on veut personnaliser, vraiment on veut individualiser. Vraiment, on voudrait aider les résidences autonomie, si elles voient le jour, voilà, à faire en sorte que ces personnes évitent de rentrer en EHPAD le plus longtemps possible. Mais malgré tout, vu les moyens qu'on nous donne aujourd'hui, on est quand même un petit peu inquiet. Alors maintenant, pour revenir aux spécificités profession par profession, alors je n'ai pas mis les directeurs parce que je ne sais pas pourquoi. Je suis partie sur l'équipe sonore. Non mais parce que le directeur est mon supérieur hiérarchique, donc je n'ai pas... Voilà. Je respecte dans ce contexte-là, mais pour dire qu'en fait, c'est vrai que malgré tout, il y a eu un moment où il n'y avait pas de diplôme pour être directeur. Aujourd'hui, il y a différents niveaux, c'était tout à fait pertinent de le faire, parce que souvent, c'était des petites entreprises où il y avait un paramédical qui avait donné un jour un peu de budget, puis aujourd'hui, le profil de la population, c'est plus de l'hébergement, c'est plus de l'hôtellerie, c'est vraiment, il y a du soin à l'intérieur. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont à l'intérieur, et c'était important quand même, passant de moins de 10 salariés à des fois à 40 ou à 50, que celui qui avait eu juste à l'époque à négocier, je dirais, avec son banquier des finances pour faire construire un EHPAD. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On parlait des responsabilités des directeurs, elles sont colossales. Donc il faut quand même des gens qui sont au fait de des responsabilités du quotidien et des risques, effectivement, comme tout à l'heure on le voyait. Donc en fait, nous c'est pareil. Quand moi j'ai passé le premier diplôme qui existait, médecin coordonnateur, j'ai rien appris. J'avais des copains, c'était sympa, c'était la fac, mais j'ai rien appris parce qu'il n'y avait rien à apprendre. Personne ne savait ce que c'était qu'être médecin coordonnateur. Le texte venait de sortir, c'était à Bordeaux. Voilà, alors du coup après j'ai enchaîné sur la capacité de gériatrie, où là j'ai fait de la gériatrie, mais j'ai toujours pas appris à être médecin coordonnateur. Mais c'est normal parce que de toute façon on ne savait pas encore ce que c'était qu'être médecin coordonnateur, les textes venaient de sortir, il fallait être sur le terrain et puis voir ce que ça donnait. Donc, et puis surtout ce qu'on a rapidement appris, c'est qu'on ne savait pas, on était devenu d'un seul coup des managers. Et quand on est médecin généraliste au cabinet, on est tout seul, on gère sa clientèle, éventuellement on est secrétaire d'une femme de ménage, mais enfin, on ne gère pas une équipe. Alors que là, oui, c'est le cas, et sauf qu'on n'est absolument pas formé. Donc c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on avait commencé à faire un travail qui n'a jamais abouti. Heureusement que, grâce à on a réussi à faire quelque chose qui marche. J'ai fait le cursus, c'était vraiment très bien. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de médecins dans la salle, mais s'il y a des directeurs, si vous pouvez payer ça à vos médecins, ça serait bien. Non, mais parce que vraiment, franchement, management stratégique, management d'équipe, management de la bientraitance, enfin surtout les deux premiers, franchement, on n'apprend jamais ça à la fac. Au début, l'industrie nous a payé, à l'époque, on pouvait le faire, des trucs de management. Quand on leur avait demandé, c'était vraiment il y a une dizaine d'années, mais bon, c'était vraiment 2 jours, c'était pas une formation solide comme là, le travail qu'il fait avec l'espace santé. Donc vraiment, ça c'est important parce qu'on peut être un excellent médecin de base, c'est-à-dire docteur en médecine, mais c'est pas. Là aujourd'hui, vous verrez, il y a des compétences qu'on a dû acquérir qui sont complètement autres. Moi au début, la première erreur que j'ai faite, c'est de parler un langage tellement technique que les aides-soignantes ne comprenaient pas ce que je voulais. Donc forcément, il n'y avait pas de mise en pratique de choses qui me semblaient évidentes, mais vu que j'employais des termes qui étaient ceux que j'avais l'habitude d'employer avec les collègues, en fait, les confrères, j'ai pas été comprise pendant un moment. Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser. Mais c'est vrai que, fort de cette mauvaise expérience, je me suis dit qu'il fallait absolument faire des choses pour nous apprendre à être opérationnel assez vite, d'autant quand même que le profil du médecin coordonnateur, c'est un médecin généraliste. Il a une grosse clientèle, c'est un homme, il a plus de 55 ans, et il travaille 1 jour par semaine. Il est salarié 1 jour par semaine. Donc, autant vous dire qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire être salarié. Donc, il ne fait pas sa feuille de déclaration de congé, il s'en va comme ça, il s'étonne que le directeur appelle. Voilà, des choses comme ça. Donc, dans ce contexte-là, il y a vraiment des choses à voir. Ça, c'était l'émission qu'on avait en 99. Pour vous dire qu'il a fallu acquérir des compétences particulières pour le faire, parce que d'un seul coup, avec le peu de temps qu'on avait, c'était quand même compliqué. Quand on a demandé du temps, c'est toujours comme ça. Au gouvernement, ils nous ont rajouté une mission, mais nous, ça va. Alors là, encore pire, parce que moi, la santé publique, je n'avais jamais fait. Donc, vraiment... Et quand on a redemandé du temps, on en a une autre. Donc là, c'est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est comme ça, avec Bercy, vous savez, c'est jamais rien sans rien. Ceci dit, là, on y a quand même un petit peu, on avait envie de ça, et de ça. Parce que quand il se passe, alors attendez, je reviens en arrière, hop, je vais avancer, je reviendrai en arrière sur ça, mais quand vous avez une épidémie de gastro-entérite qui vous amène
gérer 50 tubes digestifs en même temps, ça peut être vite catastrophique. Et donc, je présente à peine parce que c'est arrivé à un collègue, 250 lits, un coq au vin, malheureux. Et à 20h du soir, tous les tubes digestifs ont marché en même temps. Alors, donc, ça vous a donné l'idée de l'illustrer comme ça. Alors, et c'est vrai que c'est ça. Et si d'un seul coup vous avez ça, si vous avez 250 donc patients, s'il y a 50 médecins traitants à contacter un dimanche soir à 20h, vous arrivez. Et en l'état actuel des choses, si on ne fait pas, hop, 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 on a touché au parcours de soins, attention, j'ai pas le droit de respirer, je risque une teinte à l'ordre. Donc depuis, je reviens en arrière, qu'on a demandé ce risque exceptionnel et cette situation d'urgence, j'ai le droit en théorie, de dire, bon hop, il y a une situation grise, là ça se voit, c'est moi qui commande, et à partir de maintenant, je vais faire toutes les ordonnances, tac, 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 on va aller se faire livrer 3 tonnes de produits, on va tout arrêter en même temps. Comme ça, on peut arrêter le risque exceptionnel. Alors ça tombait bien parce qu'avec le H1N1 qui passait en même temps, finalement, il y a des fois ça n'était pas, mais alors cette fois-ci ça a été pour notre avantage. Donc je reviens juste un peu en arrière sur la gestion d'autres risques qu'on a eu à gérer au tout départ, c'est la gestion des troubles du comportement. Ah oui, un petit clin d'œil quand même pour les coupes pathos, je pense que pour les directeurs qui sont en établissement, ça me parlait. Et donc c'est vrai que la coupe pathos, c'est évaluer le besoin en soins requis dans votre établissement et en fonction de ça, on transforme en euros. Bon. C'est pas simple, ça demande de bien étayer les choses, ça devient de plus en plus compliqué, mais du coup, avec le temps, et comme ça conditionne le budget soins, c'est-à-dire le nombre de soignants que vous allez avoir dans votre équipe, c'est important de tout bien détailler, et c'est 6 mois de travail à l'avance. Quand c'est pas s'aborder en 30 secondes, si jamais ça se passe pas très bien avec le médecin de l'ARS, mais bon, dans ce contexte-là, on essaie de faire ce qu'il faut de manière effectivement à avoir quelque chose qui nous permette d'avoir les moyens de travailler. Alors ça, juste, c'est encore de la pub pour la FNAC des Pales. Cette formation-là, on l'a fait avec eux, mais c'est vrai que c'est du transfert de savoir de médecin coordonnateur à d'autres médecins coordonnateurs. On n'apprend pas autre chose qu'à faire bien son travail dans les règles de l'art selon les recommandations de l'OMS. Encore 2 minutes. Oh, ça va être bon. Ça va être c'est pas urgent. Voilà, on a, à propos des troubles du comportement, c'est pareil, lorsque vous avez des aides-soignants qui se prennent des claques toute la journée, à un moment donné, elles viennent nous dire si on pouvait faire quelque chose, ça serait bien. Donc on a essayé de travailler non seulement évidemment sur la prescription des neuroleptiques, mais également sur des thérapies non médicamenteuses. Donc ça c'est un travail qui a été fait en partenariat avec les différents ministères. Et puis des nouvelles compétences aujourd'hui à acquérir, c'est celles, je suppose que vous avez peut-être été contacté par votre adresse pour travailler sur la télémédecine. Il y a juste un point, lorsqu'on a rendu notre rapport à Mme Nora Vera, on avait demandé ce qu'il y ait un vrai diplôme d'infirmière coordonnatrice pour éviter peut-être qu'elle soit un peu martelée entre un coup infirmière, un coup infirmière coordonnatrice, et que vraiment, étant donné que nous on est assez peu là, et que des deux côtés elles sont tiraillées entre nous qui demandons des choses, le directeur qui demande des choses, l'équipe soignante qui donne aussi des choses. C'est par exemple de gérer le budget dispositifs médicaux. Vous vous rendez compte, 2,32 € par jour et par résident pour se payer tout ça. C'est juste une infamie, quoi. Dommage, la FAMCO n'existait pas à l'époque, enfin, on n'était pas assez opérationnel pour aller dire que ce n'était pas possible. Mais bon, dans ce contexte-là, aujourd'hui, voilà, 2,32 €. Voilà, on n'a pas le prix d'un café, il faut qu'on se paye tout ça pour soigner nos résidents. D'où le fait qu'on s'est vraiment battu pour qu'aujourd'hui, en tout cas, le plus longtemps possible, le budget médicaments ne rentre pas dans les budgets soins, sinon on s'en sortira pas. Et voilà, toutes les compétences qu'on demande aux équipes soignantes, s'ils ne sont pas formés pour ça au départ. Des fois, il y a 2 heures de gériatrie dans le cursus. 2 heures. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse en 2 heures? Et alors, en plus, nous, on n'est même pas formés à être formateurs. Il ne restera pas 2 heures parce qu'on doit... J'arrête. Merci.